S'il est un métier méconnu du grand public, c'est bien celui de musicologue animalier. Le musicologue animalier s'intéresse à la relation entretenue par les animaux avec la musique. Il n'existe pour l'heure aucun diplôme préparant cette spécialité rare, mais les ministères de l'Éducation nationale et de l'écologie sont en train de statuer sur sa création prochaine. Ce documentaire a pour objectif de sensibiliser les musicologues et autres ethnomusicologues qui souhaiteraient se spécialiser dans ce domaine extrêmement pointu. Pour cela, je vais vous faire part de mon expérience personnelle. En Inde, si vous souhaitez étudier la musique des charmeurs de serpents, par exemple, il vous faut tout d'abord apprendre à dominer votre peur des reptiles en tout genre. Sachez-le, une seule morsure de cobra mettrait fin de manière définitive à votre carrière. Comme chacun le sait, les serpents n'ont pas d'oreilles. De plus, leur vue est peu développée. En revanche, ils perçoivent les mouvements. Comme les cobras n'ont pas d'oreilles, vous aurez compris qu'il n'est pas question pour eux de danser en rythme. Alors, quel est le secret de ces musiciens qui, depuis des siècles, ensorcellent les badauds? Si votre estomac n'est pas trop noué, observez attentivement tous leurs faits et gestes. Vous constaterez qu'ils provoquent des attouchements et que les serpents réagissent aussitôt en se dressant, ou en dansant selon les croyances populaires. Les sonnailles portées par les animaux permettent à leurs propriétaires de les localiser. Un jour, alors que je travaillais au Cambodge sur les sonnailles de l'ancien empire khmer, je suis tombé sur des objets sortis de terre, étiquetés dans plusieurs musées comme grelots d'éléphant. Si la taille de ces objets peut effectivement en faire des sonnailles d'éléphant, aucun bas-relief cambodgien ne les représente. Les éléphants sont pourtant légion dans l'iconographie angkorienne, mais tous portent des cloches, au nombre de 5, une autour du cou et 2 sur chaque flanc. Alors, si ces grelots n'étaient pas portés par des éléphants, quelle était leur fonction? Sur le site d'Angkor, là où déferlent chaque année des hordes de touristes venus du monde entier, des cornacs emmènent les plus fortunés d'entre eux pour un tour de temple ou une ascension de la montagne sacrée. Parmi ces cornacs, je remarquai que l'un d'eux avait attaché une copie de grelot angkorien au cou de son éléphant. Une aubaine pour le musicologue animalier. Cet animal étant parfois imprévisible, la sagesse voulut que je le suive afin d'éviter de me faire charger, sait-on jamais. Marcher à côté de lui aurait été aussi dangereux, avec le risque de se faire coincer contre la paroi rocheuse ou bousculer dans le ravin. Dès les premiers pas, je dus constater la faible efficacité du grelot. Mais comme le chasseur, le musicologue animalier doit savoir être patient. Je continue donc mon suivi de plus en plus près afin de pouvoir capter le moindre déplacement de la bille de bronze à l'intérieur du grelot. Derrière l'éléphant, aucun danger de se faire charger, on peut donc s'approcher pour une meilleure précision du son. Je découvrirai quelques mois plus tard
grâce à l'iconographie d'un temple khmer situé en Thaïlande, que ces grelots étaient effectivement accrochés au cou des éléphants. Un jour, je fus contacté par le ministère de l'Agriculture d'un pays d'Orient qui souhaitait importer des ânes du fait d'une pénurie régionale. Curieusement, le ministère fit appel à un musicologue animalier pour cette mission. Ma surprise fut totale lorsque le ministre m'expliqua en grand secret l'objectif de son projet. Il fallait que l'animal puisse s'acclimater à la musique locale et surtout ne pas s'en effaroucher au risque pour lui de perdre son poste. Mais où trouver des ânes ? Je me souvenais en avoir vu au Népal en grand nombre lors d'une mission antérieure. Je partis donc dans ce pays et me rendis dans la vallée de Katmandou où les ânes sont utilisés dans les briqueteries. Le ministre m'avait remis un instrument local dont je ne révélerai pas le nom afin de conserver son anonymat. Dès les premières notes, tous les ânes des environs se pressèrent autour de moi. Je sus aussitôt que le ministre pourrait sauver sa tête. Un autre jour, toujours au Cambodge, mes recherches m'amenèrent à reprendre ma casquette de simple ethnomusicologue pour m'intéresser à une forme de chant funéraire devenue rare, le smote. Dans un hameau du sud du pays, on me signala une famille dont tous les membres chantaient. Mon informateur avait particulièrement insisté sur le mot « tous ». Après les présentations d'usage et les explications sur les tenants et aboutissants de ma recherche, toute la famille passa devant le micro et la caméra, les enfants, la mère, le père, et même un autre membre imprévu qui débarqua à l'improviste sans s'être présenté. Je compris dès lors la notion de famille élargie au Cambodge. Parfois, le musicologue animalier doit faire appel à des spécialistes dont certains domaines s'avèrent techniques. L'une de ces spécialités est appelée l'ornithomusicologie. Comme son nom peut le laisser prévoir, cette science s'intéresse au chant des oiseaux. Or, il est des chants d'oiseaux que l'on ne peut entendre que sous certaines latitudes et à certaines saisons. C'est pourquoi l'ornithomusicologue aime à réunir autour de lui à la fois des chanteuses et un environnement technologique susceptible de reproduire en toute saison ces aubades éphémères. J'ai rencontré l'un d'eux dans son laboratoire, de même que ces curieux oiseaux.
L'histoire, c'est une rencontre avec Bernard Faure qui nous a fait une conférence, une initiation sur Messiaen et les oiseaux et qui nous a fait entendre des ralentis de chants d'oiseaux. Et quand j'ai entendu ça, j'ai essayé de m'appliquer à suivre la conférence de Bernard Faure, mais je n'avais de cesse dans mon esprit de vouloir imiter ces ralentis de chants que je trouve très expressifs, qui nous dépassent. On passe dans un autre monde, pas seulement un monde ralenti, mais un autre monde, une autre dimension. Il y a des chants d'oiseaux qui me font penser à des chants de baleines, très sourds, on change d'univers complètement. Et puis le fait de s'emparer que la voix imite des sons qu'on n'apprend pas au conservatoire. Voilà, c'est ces timbres-là qui me passionnent. Donc on s'est réunis à plusieurs. Bernard m'a dit qu'il était très intéressé par un tel projet. Et voilà, et on a cheminé. Il m'a dit, vas-y, feu vert, je vous suis. Et on est 4 chanteuses, Nathalie, Christiane et Sophie. Et on s'appelle les Folles de Bassian. Bien, nous voilà devant le chant de l'alouette des champs, l'un des 3 oiseaux qui a inspiré les Folles de Bassian pour leur travail si particulier, et si étonnant et intéressant. Et nous allons voir comment, précisément, on peut réduire la vitesse de ce chant d'oiseau pour arriver à l'étage de perception sur lequel travaillent les Folles. Alors le voici, à la vitesse normale, telle qu'enregistrée dans la nature, en vol. Donc nous allons tenter de ralentir ce chant d'oiseau pour rendre perceptibles toutes ces petites choses, toutes ces finesses, tous ces détails que nous ne pouvons pas percevoir à la vitesse à laquelle le chante l'oiseau. Dans un premier temps, nous allons prendre ce fichier qui est assez court, qui mesure un peu plus de 6 secondes, et nous allons le varier en vitesse, c'est-à-dire le ralentir exactement comme lorsqu'on ralentit les images d'un sportif, par exemple, pour apprécier la qualité de son mouvement. Nous allons ralentir à la moitié de la vitesse, c'est-à-dire que cet échantillon qui fait 6 secondes va durer une douzaine de secondes, et nous allons l'entendre à l'octave en dessous. Et donc je peux gérer ça d'une manière un petit peu musicale, c'est-à-dire soit je demande une division de la vitesse de moitié, soit je demande une réduction de 12 demi-tons. Donc on fait bien cette relation entre hauteur et ralentissement. Alors quand on écoute ça en détail, je prends par exemple ce motif qui se trouve un peu au centre de notre échantillon. On s'aperçoit que ralenti à la moitié de la vitesse, il est encore quelque chose de très très rapide. Alors nous allons tenter une autre expérience qui va être de le ralentir cette fois-ci de 2 octaves. Donc je reprends le fichier initial et cette fois-ci je demande 24 demi-tons. Et je vais me retrouver avec le double du double, c'est-à-dire un fichier qui cette fois-ci sera 4 fois plus long. Voilà, alors ce fichier maintenant dure 25 secondes, presque 26, alors qu'il en faisait un petit peu plus de 6 au départ. Alors nous sommes arrivés au niveau moins 2 octaves, 2 étages en dessous, et c'est intéressant de s'arrêter là parce que le chant de l'oiseau qui était très aigu et très rapide se trouve maintenant dans notre tessiture vocale et dans des rythmes que nous pouvons apprécier. Je reprends la formule pour laquelle, à moins 1 octave, nous avions tout à l'heure des difficultés.
elle est maintenant beaucoup plus compréhensible. On peut rentrer dans quelque chose que les folles de Bastien sont capables d'imiter avec leur propre voix. Il est intéressant de remarquer d'ailleurs que le rythme d'émission vocale de l'Alouette est en correspondance avec la hauteur de son chant. Et que quand on ramène la hauteur de son chant à notre capacité vocale, nous sommes aussi capables de rentrer dans le rythme de cet oiseau. Alors voici ce motif. Alors à partir de là, les folles de Bastien ont fait un travail remarquable qui consistait à écouter, prendre note, regarder comment ça fonctionne, faire une véritable analyse du chant de l'oiseau, analyse des mélodies, analyse des timbres, analyse de l'organisation de chacun des motifs. Et dans un deuxième temps, après avoir noté ça sur leur feuille de papier, elles l'ont appris par cœur. Et elles l'ont appris par cœur jusqu'à le restituer d'une manière qui surprend en public, mais qui fait que quand on réalise l'expérience inverse, qui consiste à enregistrer les folles de Bastien et à les réaccélérer de 2 octaves, on retrouve le chant de l'oiseau initial. Au tout début, on a écouté bien sûr toutes les 4 et on laisse parler les images aussi, par thème, par séquence. On les a nommées. Donc il y a le singe, Sophie entendait telle note, elle tenait absolument à telle imitation, donc on appelait des modules Sophie 1. Après l'autre module avec une variation, Sophie 2, Ouistiti, le hennissement, il y a un endroit qui est assez clairement, qui ressemble à un hennissement. Et puis, chacune de notre côté, on a noté. Avec schématiquement des traits qui montent, qui descendent, des traits, des points, des tremblotis quand ça fait voilà, moi je fais accidenté, un trait accidenté. Et puis pour pousser le travail, on s'est rendu compte que des fois on entrait en conflit parce qu'on n'entendait pas du tout les mêmes choses. Et puis chacune disait regarde, moi sur mon cahier, moi je l'ai marqué comme ça. Et moi je dis mais j'entends pas du tout ça. Voilà, on a beaucoup débattu, donc on a commencé un travail grâce à un logiciel pour être d'accord sur une note de départ, et on a vraiment décortiqué et on essaye d'avoir le même schéma, voilà, pour nous accorder en fait. Mais je trouve ça très très intéressant de décrypter à 4 paires d'oreilles parce qu'on n'entend pas les mêmes choses, on met pas les mêmes choses en évidence. Maintenant, écoutons l'original à partir duquel les folles ont démarré leur travail.
Voici donc quelques phrases, en fait 3 phrases du rossignol qui ont été chantées par l'une des 4 folles. Et c'est là toute la signature du chant du rossignol, des différences d'intensité très très grandes entre le pianissimo à peine audible et des choses très éclatantes généralement à la fin des phrases, et des répétitions de toutes petites cellules, répétitions qu'elles ont comptées pour les restituer très exactement. Alors, la dernière et ultime expérience consiste à écouter cet enregistrement, cette fois-ci, accéléré à 4 fois la vitesse, 4 fois plus vite, c'est-à-dire transposer 2 octaves au-dessus, et donc de manière à retrouver la vitesse originale et comparer finalement si tout ce travail a été fait sérieusement. Et nous y sommes. Et nous y sommes sur des quantités de détails, comme par exemple cette petite répétition que je signalais tout à l'heure. Et ce mouvement très très dynamique qui clôt la phrase, dont le timbre est différent. Ces espèces de petits cris qui sont propres au rossignol. Et cet incipit, ce début de phrase. Ce premier son, d'ailleurs, le son filé, est une signature du rossignol. Donc pas de doute, le travail a été fait sérieusement. Mon intérêt maintenant est très grand pour leur travail parce qu'il me fait constater un certain nombre de choses. Notamment le fait qu'on n'imite pas le chant d'oiseau en le sifflant, mais en le chantant. Et c'est une bonne chose de dire les chants d'oiseaux plutôt que les sifflements d'oiseaux. Et là, on le vérifie. C'est comme si on se faisait habiter par un langage. C'est très rythmé, on est habité par ce rythme-là. C'est pas que des traits qu'on interprète, c'est vraiment des phrases musicales. Voilà. Nous, en tant que chanteuse, musicienne, eh bien, on a envie de continuer ce travail. Moi, j'aimerais bien qu'on visite le Merle Noir. Donc là, on a abordé la Grive musicienne, l'Alouette des champs, le Rossignol. J'aimerais bien m'attaquer au Merle Noir. Et après, aussi, le maîtriser tellement qu'on puisse interpréter, que ça puisse être une matière aussi pour interpréter, composer à partir de ces chants-là.